Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau point lecture. Dans ce point lecture, on va se concentrer sur 2 romans et ces 2 romans font partie de la maison d'édition de Saxus. Donc voilà, c'est un petit peu une coïncidence, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime énormément lire de la fantasy. Je suis vraiment dans un mood pour lire de la fantasy. Et c'est vrai que de Saxus propose de très belles sorties. Alors on va commencer sans plus tarder. Donc en premier j'ai lu le premier tome de La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, publié aux éditions de Saxus. C'est le premier tome d'une trilogie il me semble, et le tome 2 devrait arriver cette année il me semble normalement chez de Saxus. Je pense que vous l'avez vu traîner un petit peu partout et il a fait un petit peu polémique puisqu'à l'intérieur il y a des petites coquilles, voilà, il y a notamment une faute de frappe et une note de traduction qui a été oubliée, qui est laissée là en plein milieu d'une phrase, ce qui rend la phrase un petit peu incompréhensible. Il y a eu une grosse polémique autour de ça. Moi je vais vous donner mon avis sur ce roman et en tout cas je peux vous dire que malgré que ça m'embête qu'il y ait cette faute etc, ces oublis dans ce roman, ça n'a pas dérangé plus que ça ma lecture en soi parce que j'avais quand même très hâte de découvrir cette histoire, donc voilà. Après c'est sûr que c'est embêtant de dépenser des sous et d'avoir un livre avec des fautes dedans, mais en tout cas de Saxus c'est excusé et normalement les prochaines parutions ne devraient pas avoir de soucis. En tout cas moi je continuerai de suivre quand même cette maison d'édition parce qu'ils proposent vraiment des pépites de fantasy que j'ai très envie de lire. Voilà, je veux pas m'empêcher d'avoir de belles lectures et de peut-être avoir des coups de cœur juste parce que voilà, il y a eu des coquilles dans ce roman. Alors, pour l'histoire, on va suivre Guenièvre, mais pas vraiment Guenièvre, qui va être envoyée à Camelot et plus précisément au château de Camelot pour épouser le roi Arthur afin de le protéger contre certaines menaces. Pourquoi je vous dis que c'est Guenièvre mais que c'est pas vraiment Guenièvre? Parce que c'est une jeune fille qui a pris l'identité de Guenièvre et qui pratique de la magie, chose bannie dans le royaume de Camelot. Et voilà, donc elle arrive au château et c'est vraiment tout nouveau pour elle. Elle arrive vraiment au château et elle ne connaît personne, il faut qu'elle se fasse des alliés, des amis, enfin vous voyez un peu, elle arrive comme ça et on lui a dit protège Arthur face à une menace imminente et elle essaie de le protéger tant bien que mal avec le peu de magie qu'elle sait faire parce que voilà c'est une magicienne mais pas non plus très puissante. C'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était pas la Guenièvre vraiment badass, vraiment pleine de magie. Non, c'était une Guenièvre, c'était une jeune fille en soi assez sensible, assez fragile qui découvrait beaucoup de choses de la vie, beaucoup de choses sur la femme et j'ai aimé que Guenièvre soit humaine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Guenièvre elle est au château, elle épouse le roi Arthur et voilà commence sa mission pour le protéger de toute menace et il y a une menace qui rôderait dans la forêt. On ne sait pas exactement ce que c'est au début du roman et je vais pas vous en dire plus pour ne pas vous en dévoiler les tenants et les aboutissants. Et comme je vous ai dit, la magie a été bannie du royaume de Camelot, ainsi que du coup le plus grand sorcier Merlin. Et c'est Merlin en fait qui a envoyé Guenièvre protéger le roi Arthur puisque lui ne pouvait tout simplement plus le faire puisqu'il a été banni. Donc Guenièvre elle doit se cacher, en tout cas cacher qu'elle est une sorcière elle aussi. Elle doit faire très attention que personne ne la voit pratiquer la magie. Et voilà, et elle va essayer de se faire des amis, des alliés, elle va découvrir ce que c'est que d'être à la cour, elle va découvrir ce que c'est de côtoyer des gens, et des gens des fois pas très honnêtes. Et voilà, et en tout cas j'ai beaucoup aimé l'univers qui se dégageait, je trouvais que c'était un roman d'ambiance. C'est-à-dire que vous vous plongez dans le roman, honnêtement l'intrigue elle est pas ouf, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que c'était pas ouf, mais j'ai trouvé qu'en tout cas dès que vous plongez là-dedans, vous êtes vraiment plongé dans l'ambiance médiévale, vous êtes vraiment plongé dans Camelot avec Guenièvre, j'ai trouvé vraiment voilà que c'était un roman d'ambiance et pour ça j'ai adoré en fait de me plonger là-dedans. Si je vous dis que l'intrigue est pas ouf, c'est parce que j'étais un peu perdue au bout d'un moment, je vais vous expliquer. Au milieu du roman à peu près, j'étais un petit peu perdue parce qu'on construit une intrigue jusqu'à la moitié du roman et après on se prend une grande tarte dans la figure et toute cette intrigue qu'on avait construite un petit peu elle s'effondre comme un château de cartes et on est là et on est un petit peu comme la protagoniste Guenièvre, on ne sait plus où on en est, c'est à dire on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas c'est quoi le but, on est un petit peu perdu en fait, on n'a plus d'intrigue, on n'a plus vraiment de fil rouge et c'est vrai qu'au milieu du roman j'étais un petit peu oui, ben ok, ben qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que ben voilà, après c'est juste pour ça que je vous dis que c'était pas ouf, c'était parce que j'étais un petit peu perdue au bout d'un moment et que je savais plus c'était quoi l'intrigue, je savais plus c'était quoi le fil rouge,
j'étais un petit peu perdue. Donc voilà, et après quand on passe ce petit passage au milieu du roman qui est un petit peu, voilà, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer maintenant, on a des retournements de situation, on a vraiment de l'action, et c'était vraiment très bien. Il y a un retournement de situation à la fin d'un personnage que je n'ai absolument pas vu venir, et je suis dégoûtée parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup, donc j'ai pas compris. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les personnages. Donc Guenièvre, je l'ai beaucoup aimé, c'est voilà une jeune femme sensible qui découvre un petit peu la vie, qui découvre de quoi elle est capable. Elle cherche un petit peu sa place au final au sein de ce royaume, auprès du roi Arthur, avec sa magie, auprès de Merlin. Elle se pose vraiment beaucoup de questions et on sent qu'elle est vraiment un petit peu elle se cherche. Elle cherche quel est son but en fait dans la vie, son but maintenant, à quoi elle sert réellement, est-ce qu'elle est vraiment utile, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé le roi Arthur, même si je trouvais qu'on nous le vendait un petit peu comme l'homme parfait, mais l'homme parfait qui est jamais là. J'ai beaucoup aimé, puisqu'on parle aussi un petit peu de la place de la femme dans la société, même si c'était, voilà, c'est une société médiévale quoi, c'est à l'époque, mais j'ai trouvé que ouais, la place de la femme était assez bien défendue dans ce roman, que Guenièvre elle avait des réactions vraiment en mode mais c'est pas normal ça, pourquoi les hommes disent ça, pourquoi ils pensent ça. Sinon, moi, il faut savoir que la légende du roi Arthur et la table ronde, etc., j'avais déjà lu Yvain ou le chevalier au lion et Tristan et Iseut, et il me semble que c'est tout ce que j'ai lu de la table ronde. Mais bref, j'ai trouvé que c'était très très bien, c'était une très très bonne réécriture. Merlin, on l'a pas trop vu, j'espère je sais pas, qu'on verra peut-être plus Merlin dans les prochains tomes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait de Tristan et Iseut. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a une romance FF à l'intérieur et voilà, j'ai beaucoup aimé ce que l'autrice a fait de l'histoire de Tristan et Iseut. Et ouais, non, franchement, c'était très cool à lire. En début de chapitre, on a à chaque fois un écrit en italique qui est comme les pensées d'une menace, les pensées d'une personne qui est là et qui attend quelque chose. On sent que ça monte crescendo au fur et à mesure du roman. Après, il est très très court, ça se lit très très vite, ça se lit très très bien. Et voilà, franchement, j'attends de voir la suite. Mais c'était cool, ça s'est bien laissé lire. Et comme je vous ai dit, moi j'ai adoré parce que c'était vraiment, voilà, un roman d'ambiance. Si vous aimez vraiment vous plonger dans un univers et être vraiment happé vraiment dans l'ambiance, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Car moi j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que c'est pas la lecture de l'année, c'est pas un coup de cœur, mais ça se lit très très bien et c'est très cool. Et moi j'ai passé un super moment de lecture. Ensuite, j'ai lu une belle bricasse. J'ai enfin lu Nevernight, le tome 1 de J. Christophe. Je l'ai acquis fin de l'année dernière, je l'ai trouvé sur Vinted à ma plus grande joie, et je l'avais toujours pas lu parce que je me le gardais pour un moment où j'aurais vraiment du temps à lui accorder, où je serais vraiment à fond dans ma lecture, et j'avais pas envie de lire 20 pages par-ci, 20 pages par-là. Non, je voulais vraiment me plonger et être à fond dans l'histoire, et comme c'est quand même une belle bricasse, bah, il me fallait au moins une bonne semaine de libre pour pouvoir le dévorer, et c'est enfin chose faite. Nevernight, c'est l'histoire de Mia, une jeune fille qui est orpheline. Sa famille s'est fait complètement assassinée par la République qui dirige ce royaume, et Mia était encore, voilà, une très très jeune fille quand ses parents sont morts. Elle faisait partie en fait de la noblesse de ce pays, et du jour au lendemain elle a dû fuir pour sauver sa vie, et dans sa fuite évidemment bah, elle a perdu tout ce qu'elle était, c'est-à-dire sa famille, son identité. Elle a vraiment tout perdu, tout. Elle se retrouve du jour au lendemain dans la rue à devoir se débrouiller par elle-même toute seule. Il y a un vieux monsieur qui vient, qui la trouve et qui la prend un petit peu sous son aile, et Mia va lui faire part qu'elle a envie de se venger de ces personnes qui ont tué sa famille, et le vieux monsieur qui s'appelle Mercurio va lui dire qu'il existe une école pour en gros devenir un assassin. C'est l'Église Rouge, et en fait ils forment des assassins. C'est une sorte un peu de rébellion tout simplement contre la République, et elle est sûre que si elle intègre en gros cette Église Rouge, eh bien elle pourra se venger de ses parents, car les personnes qu'elle a envie de tuer pour venger ses parents, c'est quand même des personnes haut placées, vous voyez, c'est pas n'importe, c'est pas un petit soldat, non, c'est vraiment des gens haut placés. Et c'est pas facile de les tuer, et le fait de rejoindre cette Église Rouge, et si elle arrive à gravir les échelons assez vite,
eh bien elle pourra se venger plus facilement parce que, on va dire, elle aura tous les moyens de le faire. Donc Mia, elle va donc tout faire pour intégrer cette église rouge, donc cette école d'assassins. Elle va arriver dans cette école et du coup elle va être en compétition avec plein d'autres jeunes assassins qui eux aussi sont, voilà, ils ont des envies de vengeance, c'était des esclaves, enfin vous voyez un peu le genre. Et voilà, Mia, elle va essayer de survivre déjà et de bien suivre sa formation pour devenir une lame, puisque à la fin de cette formation, soit vous devenez en gros un super assassin et vous êtes voilà, trop bien, ou soit vous devenez un petit peu un serviteur et vous vous occupez des lieux, des personnes, voilà, vous êtes un petit peu un serviteur. Et Mia, elle va absolument devenir une lame, sauf que vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, il va se passer des choses dans cette école. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un petit coup de cœur, voilà. Pourquoi c'est un coup de cœur? Alors, déjà, j'ai adoré le personnage de Mia. Au début, je pensais que j'allais pas l'apprécier parce que voilà, on sent qu'elle est vraiment animée par ce désir de vengeance, clairement. Et des fois j'ai un peu de mal avec les personnages qui sont animés par une vengeance à tel point de faire un petit peu tout et n'importe quoi, sauf que Mia ne fait pas tout et n'importe quoi. Elle a des réflexions très intéressantes et elle est prête à tout pour se venger, mais pas à faire n'importe quoi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié que voilà, Mia en fait c'est juste une jeune ado au final, et voilà. Alors, ce que j'ai aimé, c'est aussi tout l'apprentissage dans cette école d'assassins. Les élèves vont suivre des cours de poison, des cours de combat, des cours de séduction, des cours de vol, et franchement j'ai beaucoup aimé être dans cette école et suivre Mia, voilà, avec tous ces autres élèves, les coups bas qui se font, les trahisons. Franchement c'était juste génial. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on est dans un univers qui craint. Vraiment, c'est un univers qui craint et on le sait, on nous le dit, mais on nous le prouve. Je m'explique. On a beaucoup de scènes de violence explicitées, de scènes de torture explicitées. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que les derniers romans de fantasy que j'ai lus en young adult, on nous dit, voilà, on sait le royaume craint. Mais on nous le montre pas assez que ça craint. Bon, après, c'est sûr que ça, c'est censé être un roman de fantasy adulte. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que des fois j'ai l'impression, j'avais ce goût un peu d'inachevé, de pas assez concret. Ok, le monde y craint, mais voilà, on sait que par exemple que le roi est tyrannique dans certaines fantaisies, mais ça s'arrête là. Là vraiment, ce monde y craint, on a des scènes de torture, des scènes de violence, on se rend compte que c'est pas la guerre, mais... Enfin si, c'est la guerre, mais on peut vite crever tout simplement, on peut vite faire des erreurs et les payer très très cher en fait. Et moi ce que j'ai aimé, c'est que voilà, on nous dit que l'univers craint et on nous le prouve. Et j'avais besoin en fait d'une fantaisie comme ça où tout simplement on nous décrit des scènes dégueulasses, on a du sang, on a de la torture, on a de la violence. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça rendait vraiment le tout très concret et très vrai en fait. Imaginez, on aurait été dans une école d'assassins et il se passait pas des choses qui se passent dans ce livre, je me serais dit c'est pas crédible. Là vraiment on est avec des ados assassins, le monde craint, ils ont tous perdu des proches, ou ils ont tous un désir de vengeance, ou vraiment quelque chose qui les pousse à faire ce qu'ils font, et j'ai trouvé vraiment ça très concret en fait, très vrai. Et c'est ça que j'ai aimé, j'avais besoin d'un truc qui envoie du pâté clairement, et ça envoyait du pâté. J'ai beaucoup aimé. Les notes de bas de page qui ont fait, pas polémique, mais qui ont beaucoup fait parler d'elles, je vous avoue qu'il y en a certaines que j'ai trouvées utiles, d'autres pas utiles. Celles qui sont utiles d'après moi, c'est celles qui vous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Pas toutes elles sont utiles, mais en tout cas certaines, par exemple, on est dans une république, avant c'était une monarchie, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'une monarchie à une république? Pourquoi? C'est quand même des choses importantes, ou un petit peu la création de l'univers, voilà pourquoi il y a 3 soleils qui surplombent le ciel, voilà, c'était très intéressant parfois les notes de bas de page. Certaines c'était juste des notes un petit peu humoristiques, donc soit on aime soit on n'aime pas, moi elles m'ont pas spécialement dérangée, et en fait les notes de bas de page qui me semblaient pas très intéressantes, par exemple on va nous développer une anecdote ou quelque chose comme ça, si vraiment je m'en fichais de l'anecdote, je lisais la note de bas de page vraiment en diagonale vite fait, mais voilà, en tout cas à aucun moment les notes de bas de page m'ont vraiment sorti de l'action, parce que moi en fait tant que l'action n'était pas terminée, je n'arrêtais pas ma phrase pour aller lire la note de bas de page, je continuais et après je revenais sur la note de bas de page si vraiment j'en ressentais le besoin, et voir si c'était utile. J'ai beaucoup aimé, en fait on a une sorte de double temporalité jusqu'aux 3/4 à peu près du roman, où on suit
Mia actuellement, mais on a aussi un petit peu des flashbacks de Mia avant, donc à partir du moment où en gros sa famille s'est fait tuer. Et j'ai beaucoup aimé qu'on apprenne à découvrir Mia plus jeune, parce que du coup ça expliquait les actions de Mia plus adulte, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était ultra cool. À la fin, il y a un retournement de situation que je n'ai absolument pas vu venir. J'étais persuadée que le roman en fait allait se finir sur une sorte de bah voilà, ils finissent leur formation et certains deviennent une lame et d'autres non. Et non, il y a un retournement de situation que je n'ai absolument pas vu venir. Donc c'était plutôt cool, voilà, parce que c'est cool quand on ne voit pas venir des choses de l'intrigue. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Mia en plus elle a une particularité, c'est que c'est une enténébrée, elle contrôle les ombres, donc un petit peu les ténèbres si vous voulez, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Elle a un petit chat que j'aime beaucoup, un petit chat ombre, on va l'appeler comme ça. Il est ici, regardez. Et franchement, je l'ai trouvé cool. J'ai trouvé qu'il a ajouté une petite touche aussi au roman. Il est un petit peu des fois sarcastique, je trouve. Et j'ai franchement bien aimé. Et comme je vous ai dit, Mia, je trouve qu'elle a vraiment des réflexions plutôt pas mal. Mais ouais, j'ai adoré. J'étais vraiment plongée dans l'univers. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lenteur. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti de lenteur. Pourtant, il est quand même énorme. Hein. Et franchement, je me suis pas ennuyée du début à la fin. Tout était intéressant. Il y a même des trucs, j'étais là, non mais... Vraiment, ils sont sérieux, ils font ça. Un coup de cœur, clairement. Donc voilà, je vous conseille fortement de lire cette saga de fantasy. Après, si clairement vous n'aimez pas le sang, vous n'aimez pas la violence, tout ce qui est torture, blessure, en plus explicité, si vous n'aimez pas tout ça, vous faites pas de mal, ne lisez pas Nevernight. C'est assez sanglant, c'est assez voilà, c'est assez explicite, c'est assez violent. Donc si vous n'aimez pas voilà toutes ces choses là, ne lisez pas Nevernight. En plus des fois il y a un peu de la vulgarité à l'intérieur. J'ai trop hâte de découvrir la suite qui sort bientôt en plus. Donc voilà, mais ne lisez pas Nevernight si toutes ces choses que je vous ai dites pourraient vous heurter, c'est pas le but en fait. Ne vous faites pas de mal, ne vous forcez pas. Donc voilà, j'ai lu deux beaux bébés de chez De Saxus. J'ai Les Saisons de la Tempête dans ma palle, mais j'avoue que les avis un petit peu mitigés m'ont un petit peu, comment dire, refroidi. Voilà, donc voilà, Les Saisons de la Tempête, ça m'a un petit peu refroidi, donc je sais pas trop encore quand je vais lire De Saxus. J'aime bien leur parution. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai fait où je vous parle du Royaume Assassiné, donc une autre lecture de Saxus que j'ai faite, donc le Royaume Assassiné d'Alexandra Christo. Nevernight, là pour le coup c'est vraiment violent et c'est vraiment hard comparé au Royaume Assassiné, donc c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus violent. Donc voilà, en tout cas je suis contente de mes petites lectures et voilà, j'espère découvrir encore de belles pépites de fantasy chez De Saxus quoi, surtout quand je vois les prochaines parutions. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.